Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine culture et société. Charlie Chaplin déclarait l'action et musique, ce que notre invité a pris au pied de la lettre. Ce soir, rencontre avec Paul Mancini, musicien, saxophoniste et compositeur ajaccien. Nous parlerons de son actualité et de son spectacle Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre. Nous échangerons sur ses prochains projets et ses lettres d'amour avec l'artiste Géraldine Sageman. Enfin, passionné par le 7e art, nous testerons ses connaissances sur les compositeurs de musique de film avec Alexandre Cecaldi. Bonsoir, Paul Mancini, soyez le bienvenu sur le plateau du rendez-vous. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors Paul, vous êtes musicien, saxophoniste, compositeur, producteur. Vous produisez actuellement sur scène à Paris pour 2 spectacles, Cinémascope et Charlie Chaplin. Sa vie, son œuvre, vous m'avez confié habiter dans les aéroports. C'est un petit peu soutenu le rythme de vie d'artiste. Oui, c'est vrai. Je dis souvent que Campo dell'Oro et Orly Ouest, c'est ma maison. Oui, en ce moment, c'est depuis 4 ans au Théâtre à Paris, à l'affiche, avec Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre. Et là, nous avons rajouté un spectacle qui s'appelle Cinémascope, et qui est un hommage à la musique de film, un hommage aux compositeurs de musique de film. On propose les œuvres d'Ennio Morricone, d'Henri Mancini, de Michel Legrand, de Charlie Chaplin aussi. Et la magie de ce spectacle, c'est que selon les soirées, on change de compositeur. Donc si on vient voir le spectacle 2 fois, on n'entendra pas 2 fois la même musique. Mais comment est née l'idée de ce spectacle Cinémascope? Cinémascope, c'était la passion. Moi, j'aime beaucoup la musique de film. J'aime beaucoup les musiques de Michel Legrand, d'Ennio Morricone, tous ces grands compositeurs. Et j'ai dit, je vais en faire un spectacle. C'est un peu égoïste, mais j'ai dit, je vais me faire plaisir sur scène en jouant ces titres-là. Et c'est vrai que ça plaît au public. Le public est au rendez-vous. Donc, nous, on se régale et on passe des très bons moments sur scène. Vous partagez votre passion. Tout à fait. Tout à fait. En revanche, vous vous attaquez à des monuments de la musique qui dirigeaient des ensembles instrumentaux. Comment vous les avez choisis, les morceaux qui seraient les plus adaptés à une reprise au saxophone? Vous savez, quand un titre est bien fait, la mélodie, il suffit que la mélodie soit bien faite, elle peut être jouée dans n'importe quelle formation. C'est-à-dire que quand une mélodie est belle et harmonieuse, elle peut être chantée juste avec une voix, une guitare, ou avec un orchestre symphonique derrière. Et c'est la magie de ces grands compositeurs qui ont fait des mélodies sublimes. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est facile, si? Non, la musique, c'est quelque chose, mais c'est comme tous les arts, c'est quelque chose qui se travaille, et c'est un chemin initiatique pour arriver à ce niveau-là. Mais après, il y a des gens qui ont le sens de la mélodie, il y a d'autres compositeurs qui écrivent et qui sont moins touchants que d'autres. Je pense que Ennio Morricone, Chaplin ou Michel Legrand ont été des grands mélodistes. C'est là que la magie opère, qu'il se passe quelque chose. Alors, il y a un autre personnage emblématique, vous l'avez dit, qui vous fascine, c'est Charlie Chaplin. Vous lui avez consacré un spectacle, sa vie, son œuvre. Vous interprétez les musiques qui l'accompagnaient au gré des films. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le public a connu Charlie Chaplin en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, écrivain, scénariste ou producteur. Mais pas beaucoup de gens savent que Chaplin a été le compositeur de toutes les musiques de ces films. Alors, Chaplin, il n'était pas un bon musicien, mais il était lui aussi un grand mélodiste. Et il a su... Pour moi, c'est ce que j'appelle des cerveaux collectifs. Il a su s'entourer des bonnes personnes, des grands musiciens, des bons chefs d'orchestre, pour pouvoir retranscrire ses idées, ce qu'il ressentait, et ça a donné toutes les musiques qu'on retrouve dans l'œuvre de Chaplin. Qui ont marqué les esprits. Qui ont marqué les esprits, parce que Chaplin, je l'explique dans mon spectacle, c'est cet homme qui a été l'homme d'un siècle, qui a raconté ce siècle avec finesse, et dans tous ces films où chacun s'y retrouve, il y a toujours une mélodie de Chaplin qui nous revient à l'oreille, et c'est vrai que dans le spectacle, à la fin, beaucoup de gens du public me disent « on ne savait pas que Chaplin avait écrit ces titres-là ». Le plus simple, c'est peut-être de regarder un extrait. Charlie Chaplin a prouvé au monde entier que dans la vie, on peut rendre l'impossible envisageable.
Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre. C'était donc à Paris? Ça, c'était à Ajaccio. À Ajaccio? C'était à Ajaccio. À Paris, ça se passe au théâtre Trévise. Et ça va jusqu'au mois de juin. Ah oui, quand même. Voilà. D'accord. Alors, à l'occasion de vos différents spectacles, que ce soit en Corse, à Paris ou ailleurs, vous n'êtes jamais seul sur scène. Vous aimez bien que d'autres artistes vous accompagnent. Il y a eu notamment Francis Huster. Waouh! Tout à fait. Francis Huster, je l'ai rencontré lorsqu'il est venu ici en Corse. J'ai d'abord fait la première partie de son spectacle, c'était Bronx qui jouait. Puis après, j'ai eu l'honneur de l'accompagner dans Lorenzaccio, avec la troupe de France. Donc j'ai été pendant un petit moment le musicien de la troupe de France. Et avec Francis Huster, il m'a dit, il faut qu'on se revoie, c'est pas possible. Et on a provoqué les choses. Et il est passionné de Chaplin. Lui aussi. Exactement. Et on a joué ce spectacle au théâtre du Gymnase. Et on avait eu un vrai succès. Et puis voilà, Francis Huster est devenu l'ami, le conseiller. Et c'est toujours quelqu'un qui est là pour dire voilà. Il y en a d'autres aussi qui vous accompagnent sur scène, oui. Notamment sur un prochain spectacle, Lettres d'amour. Lettres d'amour, c'est Géraldine Sageman que j'ai rencontrée dans la troupe de France avec Francis Huster. Et quand on a joué au théâtre du Gymnase, Géraldine Sageman était ici parce que le frère de Francis Huster a écrit un texte sur Chaplin. Et quand on a joué Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre, Géraldine Sageman et Yves Lemoigne de la troupe de France disaient le texte du frère de Francis Huster. Puis on s'est rencontrés ici. Et puis on a décidé de monter ce spectacle avec Géraldine. On a fait aussi Napoléon le procès, où Francis Huster a prêté sa voix avec Géraldine, et on a monté ce deuxième projet qui s'appelle Lettres d'amour, où c'est l'histoire de deux enfants qui vont s'écrire. Et puis le temps va passer, ils vont s'aimer, se détester tout au long de ces lettres d'amour. Puis un jour, il n'y aura plus de réponse à découvrir. À découvrir, donc. Alors, évidemment, c'est un métier qui vous permet de voyager. La musique, Paris, Monaco, New York, Miami, Israël, j'en passe. C'est un métier donc fait de plein de rencontres. Quel est votre souvenir le plus marquant? Est-ce qu'il y a eu une rencontre déterminante pour vous? Une rencontre déterminante, c'était un monsieur qui s'appelle Franck Bondry. Moi, je rêvais de jouer aux États-Unis, je rêvais de jouer à New York. Et puis un jour, je me produisais sur le port d'Ajaccio. Et on m'a dit, tu es produit à Miami. Ah oui. Ah, j'ai dit, des propositions, on en a 150. Puis un jour, j'ai reçu le billet d'avion, je suis parti aux États-Unis. Et lorsque j'avais vraiment le trac, parce que moi, je rêvais de jouer comme les Américains. Et puis je suis arrivé avec mes influences méditerranéennes, ma Corse, dans le corps. Et ça sortait de cet instrument, tout ce que j'avais pris, l'insularité, et c'est vrai qu'ils se demandaient qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se passait. Voilà, donc ça c'est vraiment un très beau souvenir. Ouais. Alors vous avez beau courir le monde, mon cher Paul, vous revenez toujours ici, à Ajaccio, chez vous, parce qu'il y a la famille, les amis. Mes filles, oui, mes filles. Et les collaborations aussi, notamment la collaboration avec l'ami Christophe Mondologne, pour un spectacle de musique traditionnelle corse. Oui, on joue énormément l'été sur un spectacle qui s'appelle Era Muincanto. Era Muincanto parce que ce spectacle est né dans l'église Saint-Erasme à Ajaccio. Et avec Christophe, on a décidé de retracer un peu l'histoire de la chanson corse, c'est-à-dire partir de la musique sacrée corse, la musique des bergers, et puis aller jusqu'à Tino Ross et tous ces artistes qui ont fait le cabaret ajaccien. Et voilà, c'est vraiment un spectacle populaire à découvrir aussi. Alors, toujours éloigné de ce registre jazz, vous parlez de musique sacrée. Vous avez également monté un spectacle, Les Mystères de Judée. Mystères de Judée, c'est les musiques sacrées du monde. On avait fait la première à Monaco, en la cathédrale de Monaco. C'était pour le
congrès des religions sur le monde. Et bien, on avait proposé les Ave Marie, tous ces titres-là. Et voilà, on a toujours envie de dire que c'est un beau spectacle. Mais oui, c'est un beau spectacle aussi. Alors Paul, vous parliez de la famille. C'est justement en famille que va naître votre passion pour la musique. Elle vous vient de votre grand-mère, mais alors c'était pas du saxophone. Alors ma grand-mère, elle jouait du piano à la maison. Et puis comme moi j'ai grandi au 13 rue Roi de Rome, dans la vieille ville, dans le San Carlo, nous avions la musique municipale en dessous. Et bien, comme tous les enfants du quartier, on était inscrits à la musique municipale. Alors à qui choisissait le tambour, à qui choisissait le clairon. Moi j'ai choisi le saxo. Voilà. C'était pas le plus simple. Pas le plus Non, facile. c'était pas le plus facile, mais en fait, je dis toujours, ce qui est bizarre, c'est que j'ai choisi le saxophone physiquement. C'est-à-dire avant même de savoir le son qu'il avait, juste que l'objet me plaisait, donc je crois que j'ai fait un bon choix. J'ai eu un peu de chance. Crois aussi. Alors, avant de parler de l'une de vos passions, à savoir les musiques de films, j'aimerais qu'on termine cette partie avec une petite anecdote sur votre première télévision. Vous l'avez faite avec Jacques Martin. Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On avait, bien, d'ailleurs toujours dans le cadre avec la musique municipale, et il y avait eu un hommage à Tino Rossi. On était parti avec toute la musique municipale sur France 2. Il y avait une émission qui s'appelait Le Monde est à vous. Et on avait fait cette émission qui était animée par Jacques Martin, et avec ce fabuleux orchestre qu'il y avait avec Pino Lattuca, Kibel à la contrebasse. Et c'est vrai que quand j'étais sur ce plateau, c'est quelque chose. Ça me plairait bien ça. Vous avez eu raison. Ouais. Allez, si je vous dis musique de film, forcément c'est l'une de vos passions. Alexandre Tchekaï a eu l'envie de vous tester sur les grands compositeurs français. C'est le moment de la rencontre. Suivez-moi. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous. Vous savez, quand on m'appelle, je suis là. Vous avez bien toujours fait. Un plaisir, surtout pour parler de musique de film. Oui, forcément. Alors Alexandre est journaliste musical fidèle du rendez-vous. Vous avez eu envie de revenir sur certains grands compositeurs de musique de film. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline, Alexandre ? Musique de film, on pourrait faire 15 émissions uniquement dédiées à ça. Il y a des gens qui n'écoutent quasiment que de la musique de film, qui sont passionnés par ça. C'est passionnant, la musique de film, parce que, quelque part, ça utilise la musique pour sa puissance évocatrice. On a tous fait cette expérience de regarder la même scène ou la même image en changeant la musique, et on change complètement le sens, le propos de l'image. Et j'adore cette capacité qu'a la musique à provoquer de manière aussi directe des émotions. Et oui, je trouve ça véritablement passionnant. Et puis, il y a des très grands compositeurs. Donc, justement, quelques exemples, Alexandre. Des exemples, il y en a plein. On a déjà cité des géants. Finalement, Chaplin, il est presque indépassable dans le sens où il a réalisé ce truc un peu mythique, qui est d'être à la fois le réalisateur et le compositeur. Donc le dialogue entre l'intérêt du film, l'intérêt du réalisateur et l'intérêt du musicien, réunis en une seule personne. Mais ça, c'est presque... Pour la petite anecdote, lorsque j'ai monté le spectacle Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre, mon idée première était de jouer sur les images de Chaplin. Et il y a une dame qui s'occupe des œuvres dans le monde de Chaplin, des droits dans le monde, qui s'appelle Kate Guillenvarch, qui m'a dit, Paul, l'œuvre Chaplin, les images et la musique sont indissociables. Ce n'est qu'un. Voilà, on ne peut pas enlever la musique de l'image. Chaplin a voulu réunir les deux, ça ne fait qu'un. Et c'est vrai que ce qui se passait aussi dans les temps, je m'excuse. Non, au contraire. Mais c'est que pas tout le monde n'avait droit à la même musique. Parce que quand on rentrait, avant, la musique était jouée par des vrais musiciens dans les cinémas. C'est vrai. Et lorsqu'il y avait des cinémas où il y avait très peu de moyens, bien, c'était joué par un simple piano. Et puis quand il y avait des cinémas qui étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus accueillants, il y avait un vrai orchestre. Donc aujourd'hui, on donne 10 €, on va au cinéma, on a tous droit à la même musique, mais ce n'était pas le cas avant. Ouais, incroyable. Mais ça rejoint ce que vous disiez, il fallait que les mélodies soient très fortes pour être jouées par un orchestre ou par un piano. Exactement. Alors, il y a de nombreux compositeurs de musique de film qui sont français, oui. Qui ont marqué l'histoire du cinéma. Il y en a plein, évidemment. Quand on pense musique de film, on pense peut-être, je sais pas, à John Williams, on pense à Ennio Morricone, on pense peut-être même à Miles Davis, qui avait composé la musique d'Ascenseur pour l'échafaud en une nuit, en improvisant. Et anecdote d'ailleurs, qui avait dit que le plus compliqué de le faire en une nuit, c'était d'improviser de la musique sur la marche de Jeanne Moreau, parce qu'elle n'avait pas de rythme.
C'est quand même terrible. Il était dur. Mais oui, en France, on a d'immenses compositeurs de musique de film. Michel Legrand, évidemment, mais je pourrais revenir sur plein d'autres. Ne serait-ce que Maurice Jarre, le père de Jean-Michel, qui a composé des musiques aussi bien pour Jean-Pierre Mocky que Gorille dans la brume ou Ghost, qui a eu une carrière exceptionnelle à Hollywood, mais plein d'autres. Évidemment, Francis Lay, qui nous a quittés en novembre. Ouais, fabuleux et étonnamment un des moins connus du grand public, alors que c'est celui qui a eu le plus de succès entre guillemets commercial. Francis Lay, ça a été ce compositeur niçois qui est monté à Montmartre, qui est monté à Paris, qui jouait près de la place du Tertre et qui a été l'accordéoniste d'Edith Piaf. Ouais, c'est incroyable. Et il a été, je pense, le compositeur attitré de Lelouch tout au long de sa vie. On peut peut-être écouter deux extraits. Il y a évidemment la musique de Love Story qu'on connaît tous. Peut-être on peut l'écouter. Ça, c'est indestructible. C'est-à-dire que ça, vous pouvez l'écouter à tout moment. Et voilà. Et c'est quand même le compositeur de musique de film français qui en a vendu le plus. C'est 6 millions, un Golden Globe. Il y a une petite anecdote sur cette musique, excusez-moi. Mais non, mais c'est la passion. La petite anecdote, c'est que on l'appelle des États-Unis pour Love Story. On lui dit, il faut que tu viennes, tu vas faire la musique. Il dit, je ne prends pas l'avion. C'est eux qui sont venus. Il a dit, voilà. J'ai ce titre-là. Il a commenté, da-da-di-da. Yes, ok. Ça, c'est beau. Bon, et puis évidemment, il a bien fait. Le fameux Shabadabada. Bon, je vois que l'heure tourne, on ne va même pas l'écouter. Tout le monde connaît ça. Ah, on l'écoute, c'est magnifique. Et voilà, Lelouch. Bon, ça, vous pouvez presque mal filmer derrière, ça ira quand même. Hein. Bon, et en plus, c'était bien filmé. Donc oui, Francis Lay qui nous a quittés, qui était un immense compositeur, mais il y en a plein d'autres. Alors, justement, vous avez eu envie de tester nos connaissances. Hein. Bon, tester, c'est un bien grand mot. En fait, c'est une escroquerie. C'est juste pour écouter encore plus de musique d'excellents compositeurs. On a Français, évidemment. Évidemment. Alors, par qui on commence ? On peut revenir très rapidement sur la carrière de Michel Legrand, qui est quand même un immense compositeur, qui a réussi à mêler deux choses qui paraissaient presque inconcevables, qui étaient une musique très orchestrale, presque du jazz orchestral très mélodieux, et la chanson. C'est d'ailleurs ce qui l'a amené à composer aussi pour les comédies musicales qu'on connaît évidemment tous. On peut peut-être écouter d'ailleurs un premier extrait de Michel Legrand, qu'on connaît tous. Les Moulins de mon cœur, qui sont en fait une chanson qu'il a sortie à la suite de la musique qu'il avait écrite pour l'affaire Thomas Crown. Et donc c'était un thème d'ailleurs dérivé de Mozart, si je ne dis pas de bêtises. C'est sublime, on peut l'écouter pareil à tout moment, c'est J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, je crois, parce que Michel Legrand est passé à Ajaccio. Et on m'appelle, on me dit, la personne qui devait faire la première partie de Michel Legrand ne peut plus la faire, il y a un problème. Est-ce que tu peux la faire ? Vous ne l'aviez pas séquestré, Paul, vous pouvez le dire. Non, c'est pas moi, je ne l'ai pas fait à la sicilienne. Mais, il n'est pas disponible. Mais vous pouvez pas imaginer... C'est indépassable. Ouais, c'est fabuleux. Terrible. On peut peut-être écouter un deuxième extrait, peut-être plus méconnu de Michel Legrand. Vous allez tous reconnaître ce thème. Ah oui, un peu plus angoissant. Ah oui. C'est le thème du Messager, de Go Between, et qui a été évidemment repris par une célèbre émission. Ah oui. Faites entrer l'accusé. Exactement. C'est ça. Ouais. Un thème incroyable. La puissance de cette mélodie, il y a très peu de notes, mais c'est très splendide. grave. Alors attention, Michel Legrand, moi je dis tout ce soir, il y a aussi des choses très irritantes parfois quand c'est chanté. Je n'aime pas tout, mais c'est un mélodiste extraordinaire. Alors on va passer à votre préféré, je crois. Écoutez, c'est le boss, hein. On peut pas, c'est Vladimir Cosma, je veux dire, quelle carrière, c'est presque... Qui est au Rex en ce moment, je crois. Oui, exactement. Hein, mais il continue à faire des bandes originales, plus de 50 ans de carrière. C'est un peu notre Zidane de la composition de musique de film. Il est né en 40 à Bucarest et puis il a quasiment tout fait. J'adore Cosma parce qu'il a réussi aussi à mélanger des choses très différentes, des musiques de comédie. Cosma, c'était un violoniste exactement de Bucarest, et si je ne m'abuse, on avait demandé à Michel Legrand de faire la musique d'Alexandre le Bienheureux. Exactement. Michel Legrand était trop occupé, et c'est Vladimir Cosma qui a fait la musique, et ça a débuté comme ça. C'est incroyable. Ouais. À chaque fois, autour de Michel Legrand, il y a des impossibilités, ça crée des miracles. Voilà. C'est ça. Peut-être un premier extrait quand même de Cosma. Vous allez tous reconnaître ce film extraordinaire, un monument de l'histoire de la comédie française. Voilà. Ah bah oui. Pourquoi j'aime ça ?
J'aime ça parce que c'est bon. Mais non, mais déjà parce qu'on reconnaît en 4 mesures que c'est du Cosma. C'est fou, Cosma, il a réussi sur tant de films différents, tant d'ambiances différentes, à mettre une patte. C'est un peu comme Stevie Wonder. Vous écoutez un morceau de Stevie Wonder, vous savez que c'est lui, il y a un vocabulaire. Et puis ce sont des basses très groovy, alors qu'on parle quand même d'imitation de chameaux dans le désert. Enfin, vous voyez, c'est complètement surréaliste, Cosma. C'est un peu le génie de la comédie française. Moi, j'adore ça, je pourrais en écouter pendant des heures. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un grand chef d'orchestre et des mélodies orchestrales sublimes. Et bah, j'avais prévu peut-être un deuxième extrait pour illustrer ça. Vous allez reconnaître. Une petite dédicace à tous les insomniaques qui écoutent France Info la nuit. On écoute ça en boucle. Alors c'est de quel film ça vous sauriez vous en souvenir? C'est absolument certain que vous le connaissez. Avec Jean Rochefort. C'est beau, n'est-ce pas? C'est très beau. C'est très beau. C'est un éléphant, ça trompe énormément. Avec quand même cette musique orchestrale et des bruits de mouettes. Tout au long du film d'ailleurs. Comme un Très apaisant. souffle de liberté. Ah ben c'est fabuleux, hein. C'est d'ailleurs toute la bande originale. Mais il y a plein d'autres choses. Moi je vous recommande de réécouter La Loue la Cuisse en entier, l'album. Hein. Ce sont des rares bandes originales, on les écoute en entier. Et les noms des morceaux, L'île flottante, Cassoulet, c'est sublime. Non, Cosma, Oui, Cosma, forcément. c'est indépassable. Alors, pour terminer, peut-être le plus corse d'entre eux. Oui, il n'était pas corse, il est né à Neuilly-sur-Seine. Bon, ça arrive à des gens très bien. Oui. Mais il venait très souvent en Corse avec sa famille et j'ai vraiment une affection très particulière pour lui, c'est François de Roubaix. J'aime beaucoup François de Roubaix pour plein de raisons. Déjà parce que c'était un autodidacte et un autodidacte multi-instrumentiste, oui. Et qui était un grand flûtiste, mais aussi un grand percussionniste et un grand clavier. Et c'est un des premiers, je trouve, ça a marqué vraiment une transition, qui a été capable de faire des grandes partitions avec très peu de moyens, quasiment, pas en inventant, mais en adaptant l'idée du home studio. C'était un bidouilleur de son qui avait plein d'objets chez lui, plein de claviers. C'est une démarche qui est presque contemporaine. Aujourd'hui, je connais plein de jeunes artistes qui font tout depuis leur chambre, on les connaît tous, et qui font de l'excellente musique. Mais voilà, François de Roubaix, ça a été un peu le premier à inventer ça. Voilà. Ça, c'est l'extrait peut-être de la bande originale de film la plus connue qu'il ait composée, qui est Dernier domicile connu. Bon, c'est sublime, c'est très mélancolique. Il y a des choses beaucoup plus exotiques aussi chez lui. François de Roubaix, il faut réécouter. C'est aussi lui qui avait fait la bande originale du Vieux Fusil. Et ce qui est très émouvant, c'est qu'il venait souvent en Corse pour plonger, c'est un passionné de plongée. Il est décédé malheureusement dans un accident de plongée en 75 et en 76, il a reçu le César pour le Vieux Fusil et c'est son papa qui est venu le chercher sur scène. Voilà, il faut réécouter François de Roubaix, c'est un univers à part, moi qui me passionne, un très grand compositeur. Alors, s'il fallait choisir parmi la sélection d'Alexandre, votre cœur irait vers lequel de ces compositeurs? Francis Lay. Pourquoi? Parce qu'il était aussi autodidacte. Oui. Il était aussi autodidacte et, comme je le disais tout à l'heure, l'art de la mélodie, c'est pas tout le monde peut faire juste d'un trait. C'est comme une phrase, quoi. On peut écrire des tonnes de phrases, des livres entiers, et puis pas toucher les gens. Et puis des gens sur une simple phrase, bien là sur des phrases musicales, bien ils changent le ressenti d'une image, d'un film. J'ai fait un spectacle qui s'appelle Le Parrain. Je joue la musique du Parrain. Vous enlevez la musique aux images, le film, Le Parrain, c'est plus le même film. Sûr. C'est plus le même film. Et quand on écoute même la musique de Nino Rota, où il y a deux notes, il y a deux notes qui tournent autour des scènes, vous enlevez ces deux notes, il y a plus rien. Et c'est il n'y a plus rien entre guillemets, bien entendu que les artistes sont grands, mais la musique, c'est vraiment une part dans l'œuvre qui est essentielle. Oui, bien sûr. Essentielle. Bien sûr, Francis Lay, qui avait même écrit des airs très connus hors du cinéma, comme La Bicyclette d'ailleurs, à cause de la SACEM. Donc vraiment, un très grand compositeur qui nous a quittés. Allez, vous avez peut-être 30 secondes pour la relève.
La relève, écoutez, j'ai envie de citer Ludovic Bourse, évidemment, c'est avec des artistes, c'est celui qui suit Michel Hazanavicius, qui a eu l'Oscar et le César. C'est le seul à avoir eu la même année pour le même film, l'Oscar et le César de la meilleure bande originale. Mais il y en a plein d'autres, j'adore évidemment Monsieur Bertrand Burgala en France, Christophe Chassol, qu'on va recevoir dans quelques semaines, je l'espère. Et puis il y a plein de jeunes artistes de nouvelle vague qui composent autour de la musique du film et qui sont passionnants, quoique moins connus pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Merci infiniment Alexandre. Oh, c'était un plaisir. Merci infiniment Paul pour ce rendez-vous. On vous retrouve évidemment sur scène à Paris. Puis bientôt en Corse. Merci à vous de nous avoir suivis en direct ou en replay. Le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Excellente soirée à tous. Ciao. Qui vont